Bienvenue dans ce premier café paysage donc sur le thème de l'eau. Nous allons avoir aujourd'hui 4 intervenants, donc je les présente très rapidement. La première intervention sera faite par Madame Ambre Lemens du CAE 57. Elle est chargée d'études en trame verte et bleue et elle a fait notamment, ou elle est en train de faire d'ailleurs un master spécialisé sur la gestion des milieux humides. Elle va nous présenter un peu la spécificité des milieux humides du territoire du SCOTAM. Voilà, dans ces grandes lignes. Nous aurons ensuite une intervention de Madame Marina Pitrel, qui est chargée de mission au changement climatique et planification de l'urbanisme à l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Donc, elle nous parlera de la ressource en eau et du changement climatique. Ensuite, nous aurons une intervention de Monsieur Guillaume Quetzinger, qui est responsable de projet chez Batigère et qui va nous présenter une mission de maîtrise d'œuvre en cours, une opération d'aménagement de réhabilitation des anciens hôpitaux de Villemain-Maringer à Nancy, pour lesquels d'ailleurs je l'accompagne en tant que maître d'œuvre sur les espaces publics avec Intensité Architecture, architecte et urbaniste. Et puis nous aurons aussi une intervention de quelqu'un d'extérieur au territoire. Donc merci à lui d'avoir aussi consacré un peu de temps à notre premier café paysage. Donc Monsieur Pierre-Julien Bavant, qui est responsable donc du pôle production, protection de la ressource et ruissellement, direction cycle de l'eau de la communauté d'agglomération Seine-Eure, qui viendra nous parler d'une démarche innovante qu'ils ont sur leur territoire pour la protection notamment des zones de captage. Juste pour en guise d'introduction très très courte, mais pour un peu entrer dans le sujet aujourd'hui, je vous propose de lire, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran, mais je vous propose de lire un très court extrait d'un livre de Élisée Reclus sur l'histoire d'un ruisseau. Donc ça va nous permettre juste de rentrer très brièvement dans le sujet de l'eau. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'aller chercher des exemples dans l'Antiquité romaine pour qu'il nous soit permis de savourer naïvement les jouissances de la nature. Inutile de compulser des bouquins poudreux pour nous convaincre qu'il est doux et bon de suivre le bord des ruisseaux et d'en contempler l'aspect changeant. Toutes ces images gracieuses que nous offrent les chutes, les rides entrecroisées, les broderies d'écume, nous reposent promptement des ennuis du métier ou des lassitudes du travail. Elle nous relève l'esprit, même quand le regard fatigué vague au hasard sur les eaux sans s'arrêter à aucun objet précis. D'ailleurs, la vue du ruisseau nous restaure et nous renouvelle d'autant mieux que le spectacle lui-même se modifie de saison en saison, de mois en mois, de jour en jour. Grâce au paysage qui change autour de nous, nos idées rajeunissent aussi. La vie ambiante qui nous pénètre nous empêche de nous momifier avec le temps. Voilà pour le premier extrait. J'ai un très court extrait, mais je pense que du coup, pour gagner du temps, je ne vais pas le lire. Comme ça, ce sera peut-être, je vous le lirai si on a le temps à la fin, ou je vous l'enverrai on vous l'enverra par mail. Voilà, c'était histoire d'entrer dans le sujet de l'eau. Je passe la parole donc à Madame Lemens, qui va donc nous brosser un portrait des paysages des zones humides du secteur du SCOTAM. Madame Lemens, est-ce que vous pouvez rallumer votre micro? Oui, je suis là. Et donc, c'est, je pense, Marie qui va vous faire défiler les diapos, du coup. Marie, c'est OK? Marie, il faut que vous rallumiez votre micro si vous nous parlez. Oui, c'est bon pour moi. OK, c'est bon, je vous laisse la parole. Merci. Oui. Alors. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Je remercie le SCOTAM de m'avoir invité. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Madame Jacot, je suis donc chargée d'études trame verte et bleue stagiaire. Et je suis aussi donc en dernière année de master restauration, gestion des milieux aquatiques pour leur conservation. Aujourd'hui, donc il faudrait changer de page. Aujourd'hui, j'ai déjà commencé par vous faire un rappel vraiment très très rapide sur le fonctionnement des cours d'eau. Et ensuite, donc, j'aborderai
Quelques aspects marquants des paysages des cours d'eau du Scotam. Donc la Canère, la Née française, la Seille et la Moselle, avec un petit focus sur les gravières de la Moselle, puisqu'elles ont des enjeux écologiques et économiques importants. Donc c'est bon, on peut passer. Donc déjà, voici le territoire du Scotam avec les cours d'eau principaux. Donc là, vous voyez la Moselle, qui coule donc du sud vers le nord. Il y a aussi donc la Seille qui coule elle aussi du sud vers le nord et qui rejoint la Moselle à Metz. Nous avons ensuite en rive gauche de Moselle le Rupt de Made qui vient donc du réservoir de la Madine et qui fournit l'eau potable pour la ville de Metz, pour la métropole de Metz. Et enfin, donc à l'est du territoire, on a la Née française, la Née allemande, et lors de leur confluence, ça devient donc la Née réunie, dont on parlera tout à l'heure. On peut passer. Donc un cours d'eau, il va varier de plusieurs façons. Il a grosso modo 4 façons de varier. Donc la première, c'est ce qu'on appelle la dimension temporelle. Donc généralement celle qu'on connaît le mieux, puisque ça va être les variations de hauteur d'eau entre l'été qui correspond aux périodes d'étiage, comme on voit sur la photo à gauche, donc qui correspond à la Seille, à Metz, au pont de la Seille. Et donc une photo un peu plus tard en hiver, où là, elle est en crue. Donc on voit bien qu'il y a eu une variation de la hauteur d'eau, les débits ne sont pas les mêmes, la transparence de l'eau n'est pas la même, il va y avoir un transport sédimentaire qui est plus important en période de crue. Ça va avoir des conséquences sur la biologie et l'écologie du cours d'eau, avec du coup des poissons qui ne vont pas pouvoir remonter aux mêmes endroits, les phénomènes biologiques qui ne sont pas non plus les mêmes. Donc voilà, un cours d'eau, il change au cours de l'année. Sa température, sa hauteur d'eau, ses écoulements ne sont pas les mêmes. Donc ensuite, on peut passer. La deuxième dimension, ça va être la dimension longitudinale. Le cours d'eau, il évolue de sa source jusqu'à son embouchure, avec à la source plutôt des torrents de montagne, donc là qui sont rectilignes, avec une érosion qui est très forte. Comme il y a beaucoup de remous, l'oxygénation est très importante et l'eau va être plutôt froide puisqu'elle provient souvent de la fonte des neiges ou de glaciers quand ils sont encore là. Donc l'eau est plutôt froide et oxygénée. Ensuite, quand on va arriver dans le fond de ces vallées, donc dans le fond des vallées glaciaires, les cours d'eau vont prendre un faciès qu'on parle donc en tresse, avec plusieurs chevaux. Le lit du cours d'eau n'est pas fixe, le lit mineur du cours d'eau n'est pas fixe. À la moindre montée des eaux, au moindre tronc d'arbre qui va se mettre dans le cours d'eau, le tracé du cours d'eau va changer, donc il est vraiment très instable. Et donc c'est les paysages de fond de vallée qu'on connaît avec des bancs de galets et un ruisseau, enfin un torrent de montagne qui passe à travers. Un petit peu plus loin, quand on continue de descendre vers l'aval, on arrive dans le secteur qu'on parle donc de cours d'eau en méandre, qui correspond normalement au secteur que l'on retrouverait pour la Moselle à Metz. Lorsque les cours d'eau peuvent évoluer librement, en fait, ils méandrent tout simplement. Ils font des boucles qui évoluent, qui avancent, qui reculent, qui se recoupent. Voilà, un cours d'eau, c'est vivant, ça bouge. Et enfin, donc, la dernière partie qui correspond donc, à l'estuaire. Là, il va y avoir des processus qui sont là aussi différents puisque l'eau va être très chargée, elle va pas du tout être transparente, les taux d'oxygène vont être plus faibles et surtout la présence, enfin, la proximité de la mer fait qu'on va avoir une eau qui est saumâtre, donc salée, et tous les organismes ne peuvent pas survivre dans ces milieux. Il y a des organismes qui sont spécialisés de ces milieux, qui passent de la mer, qui rejoignent les estuaires. Voilà, donc c'est par exemple le cas de l'anguille, qui est un poisson qui grandit en mer et qui vient se reproduire dans les cours d'eau. Donc là, ils doivent changer énormément de choses pour faire face au changement de salinité. On peut changer. Et donc, les deux dernières dimensions, c'est la dimension transversale, donc latérale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un cours d'eau, ça bouge, c'est vivant. Son lit mineur, en fait, va pouvoir varier dans tout le fond de la vallée.
Ça veut dire que normalement, une crue peut remettre en cause le tracé d'une rivière avec des recoupements de méandres. En crue, bah, voilà, il y a une berge qui va être rabotée et bah, l'autre berge, il va y avoir un dépôt, un banc de galets. C'est souvent là qu'il y a les plages, entre guillemets, des rivières ou des fleuves. Voilà, donc les cours d'eau bougent, ils sont vivants. Et enfin, donc, la dernière dimension, c'est la dimension verticale. Quand le cours d'eau, donc un cours d'eau, il est connecté à une nappe alluviale, ou aussi donc, appelée une nappe d'accompagnement. En fait, dans les graviers, dans les graviers qui sont dans le sol, bah, il y a aussi des écoulements. En fait, la rivière coule aussi vers l'embouchure. Nous, ce qu'on appelle la rivière, c'est juste la partie visible des écoulements qui correspondent à un point bas, où en fait, la nappe alluviale, elle affleure à la surface. Et donc, bah, quand on est en période d'étiage, qu'il y a une sécheresse, qu'il n'y a pas eu beaucoup de précipitations, la hauteur de la nappe est plus élevée que la hauteur du cours d'eau. Et donc, bah, comme ils sont connectés latéralement, la nappe alluviale va recharger le cours d'eau, entre guillemets. Elle va lui réapporter de l'eau et c'est de l'eau qui va être fraîche. Et donc ça, c'est important puisque bah, en été, on a forcément un échauffement des eaux. Et bah, le fait que la nappe alluviale refroidisse l'eau, ça va éviter, bah, par exemple, la mort de certaines espèces qui ne supportent pas les températures qui sont trop élevées. Et au contraire, bah, en hiver, quand la rivière est en crue, bah, le niveau de la rivière est plus élevé que celui de la nappe. Et donc, du coup, là, ça a tendance à partir, à remplir la nappe. On peut changer. Donc, moi, j'en ai fini donc, avec la partie rappel. Je vais maintenant vous rentrer dans le vif du sujet. En commençant donc, par la Canère. La Canère, c'est un paysage qui est remarquable au niveau lorrain et qui est aussi un site inscrit pour la préservation de son paysage et de son patrimoine. Donc, il a été inscrit pour le patrimoine grâce aux villages et aux usoirs typiquement lorrains. Donc, on peut voir sur la photo à Silly en Saulnois. Avec donc, ces usoirs, ce sont ces longs espaces devant les maisons qui permettaient de stocker le matériel agricole et le fumier. Et donc, ça, c'est une architecture qui est typiquement lorraine. Et aussi donc les villages, ce qu'on appelle les villages-rues, qui sont donc un rang de maison d'un côté, un rang de maison de l'autre, et qui permettaient de se protéger plus facilement au Moyen-Âge. Et ensuite, donc, il a aussi été inscrit pour sa biodiversité, son patrimoine biologique, pour la qualité et la densité de ses forêts. Le paysage de la Canère, c'est vraiment quelque chose qui est très joli à voir. Et aussi donc, pour sa richesse biologique. On peut citer par exemple la présence de cigognes noires et de grands-ducs qui se reproduisent sur le territoire de la vallée de la Canère. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, ce sont des espèces qui sont des espèces emblématiques qu'on ne retrouve pas forcément partout. On peut passer la diapositive. La Canère, donc, ce sont aussi des sites qui sont protégés. Donc il y a une ZINEF qui est en dehors du territoire du SCOTAM, mais qui est forcément en lien avec les espèces qui s'y trouvent. Donc voilà, donc en espèces particulières, je peux vous parler de l'azuré du serpollet, qui est un papillon très particulier, qui a un cycle de vie particulier, puisque il pond sur une plante haute, ensuite il se fait prendre en charge par des fourmilières, et ensuite seulement 2 ans après, 1 ou 2 ans après, il émerge. Donc il a besoin d'avoir la plante haute, les fourmilières, donc il est très exigeant. C'est un papillon qui est classé en danger au niveau européen, mais sur lequel il n'y a pas d'enjeu en France. En fait, en France, on le protège pour garder les populations au niveau européen. Et donc ensuite, la rousserolle verdérole, c'est un oiseau qui est spécifique des zones, de la présence de roseaux, donc des zones humides. Et donc, je vous ai aussi mis la barbastelle d'Europe, qui est une chauve-souris qui vit en forêt. C'est une chauve-souris forestière. Et donc, ces deux espèces n'ont pas d'enjeu particulier au niveau européen ou français, mais ce sont des espèces qui régressent très fortement à cause de la destruction de leurs habitats. On peut passer à la diapositive suivante. Donc maintenant, je vais vous parler, là toujours très rapidement, de l'Agné française, qui est une rivière de plateau, puisqu'elle prend sa source sur le plateau lorrain et qu'elle se jette dans la Moselle sur le plateau lorrain. Donc on peut dire que c'est une rivière qui est typique du plateau lorrain. Elle a un régime annuel qui est très marqué, avec de fortes crues en printemps et en automne, où elle va pouvoir sortir de son lit.
C'est un cours d'eau qui a l'avantage d'être peu modifié. Il y a eu surtout des protections au niveau des villages pour éviter les inondations, mais il y a peu d'obstacles à l'écoulement au regard des autres cours d'eau du territoire. Et on note aussi donc, la présence de mares salées près de la source, qui fait qu'il y a une faune et une flore particulières. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, on note la présence d'une SNIEF avec 47 espèces déterminantes et surtout 22 habitats déterminants. Donc le nombre d'habitats est assez impressionnant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une rivière qui a été peu modifiée, donc tous les habitats annexes, les zones humides ont été préservés. Et donc il y a aussi une zone Natura 2000, donc secteur halophiles et prairies humides de la vallée de l'Agné. Donc là aussi qui sont protégés puisque la présence de sel va apporter toute une cohorte d'espèces spécifiques, dont on parlera un petit peu plus tard pour la Seille. Et donc en espèces remarquables sur ce cours d'eau, on peut citer donc le sonneur à ventre jaune, pour lequel il y a un plan régional d'action, donc il y a une protection forte. Le sonneur à ventre jaune, donc il est classé sans enjeu au niveau européen, par contre il est vulnérable au niveau français. Donc il y a un très fort enjeu dans la région. Ensuite, le torcol fourmilier, là aussi c'est un oiseau qui est typique des zones humides. Et le sanguisorbe, donc là c'est une espèce qui est dite halophile, donc qui aime le sel. Elle n'est pas protégée au niveau européen ou français. Par contre, c'est la plante hôte d'un azuré, qui est un autre azuré que l'azuré du serpollet, l'azuré du sanguisorbe, qui lui aussi bénéficie d'un plan national d'action. Donc la plante n'est pas protégée en elle-même. Par contre, elle rentre dans les habitats déterminants des zones Natura 2000. Diapositive suivante. Donc, je vais maintenant vous parler donc, de la Seille. La Seille qui est un cours d'eau salé, donc il y a une flore et une faune remarquables qui l'accompagnent. Donc le fond géologique vient d'une poche de sel qui est issue de la mer germanique, qui s'est formée lorsque le massif armoricain s'est soulevé. Donc là, c'est une photo donc, de la mine de sel de Varangéville, qui se situe en Meurthe-et-Moselle. C'est la dernière mine de sel qui est exploitée dans le Grand Est. C'est pour ça que je vous l'ai mise. On peut passer la diapositive. La Seille, c'est un cours d'eau qui est exploité depuis très longtemps. Les premières traces d'exploitation des mares salées datent du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, d'après Laurent Olivier, qui est le conservateur du musée du sel de Marsal. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le sel, c'était une source de richesse et de développement très important pour la région. On a retrouvé des tons de sel qui étaient très riches et donc la présence de citadelles, par exemple la citadelle de Vauban de Marsal. Donc Marsal qui vient de Marthe salée, en fait, ça a donné son nom au village. Et on peut aussi parler de la ville royale de Dieuze, en fait, qui abritait des garnisons prêtes à défendre ces zones de sel. On peut passer la diapositive. Donc l'exploitation du sel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a commencé il y a très très longtemps. Pour pouvoir récupérer ce sel, en fait, l'eau qui s'est infiltrée dans les mares, donc qui est naturellement salée, on la récupère. On fait chauffer l'eau et ensuite on récupère le sel après l'évaporation. Mais ça a créé, pour chauffer l'eau, il a fallu déboiser. Donc il y a eu une érosion très importante du bassin versant, ce qui a eu pour conséquence en fait de stopper les écoulements de la Seille. Au XVIIIe siècle, la Seille ne coulait plus. Elle s'arrêtait en fait un petit peu en amont de Metz, puisque en fait tout le lit majeur de la Seille avait été comblé par l'érosion. Quand je parle de comblement, c'est-à-dire qu'elle avait été complètement remblayée sur une largeur de 12 mètres et sur une hauteur de 8 mètres. Donc c'est assez impressionnant le volume de sédiments de terre qui a été emporté à cause de l'érosion par le manque de couverture végétale. Et donc la Seille, elle a été rouverte lors des travaux après la guerre de 1870. La Seille a été rouverte en fait pour protéger la ville de Metz. Une diapositive suivante. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des mares salées, donc forcément des espèces spécifiques. Donc, les trois espèces que je vous présente ici, donc le vertigo, la salicorne et l'astère maritime, ce sont des espèces qui sont communes sur les côtes. Ce sont des espèces qu'on va retrouver en fait sur les bords de côte, les façades maritimes. Le vertigo est quand même classé vulnérable à l'échelle française et européenne, donc il est quand même pas commun. Par contre, la salicorne, elle est exploitée, elle peut être ramassée en pêche à pied.
Il y a même une exploitation économique qui est faite dessus. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le ramassage de la salicorne. Et l'astère maritime, comme son nom l'indique, c'est plutôt une plante qu'on va retrouver sur les façades maritimes. Et donc, ce sont là aussi 2 espèces qui sont classées sans enjeu au niveau européen et français. Par contre, en Lorraine, elles sont sur les listes rouges de Lorraine, puisque ce sont des espèces qu'on ne retrouve pas normalement aussi loin des côtes. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, le dernier cours d'eau dont je vais vous parler, c'est la Moselle, donc, qui, contrairement à la Nier, est un cours d'eau qui est très fortement modifié sur pratiquement tout son linéaire. Donc, il n'a pas de mesure de protection propre, il n'y a pas de morceau où la Moselle est protégée, en tout cas dans sa partie aval, donc sur le territoire du Scottam. Par contre, on note la présence de beaucoup de zones humides qui sont plus ou moins connectées aux rivières. Et donc, on peut parler donc le marais du Grand Saucy qui abrite une population de libellules et de demoiselles protégées. Et donc le vallon forestier du Rupt de Made, qui là aussi, donc voilà, comme on peut le voir, le paysage est assez remarquable. On peut passer à la diapositive suivante. Donc voilà, donc la Moselle, c'est un cours d'eau qui est très fortement modifié. Ce que nous, on connaît de la Moselle, généralement, ça va être donc les photos de la Moselle à Talange, avec en haut le canal de la Moselle. Donc là, ça n'est plus la rivière, c'est un canal dont les eaux de la Moselle sont détournées pour alimenter ces canaux, qui ont été créés en fait pour la navigation fluviale, le commerce, et il y a aussi des canaux qui ont été créés pour l'exploitation des mines. Et donc ensuite, la Moselle aussi a pu être canalisée, son lit a pu être canalisé. Par contre, il y a une partie de Moselle sauvage en amont de Nancy, où là, elle a un fonctionnement hydrologique normal, avec là la photo d'un recoupement de méandres qui se fait à Chamagne. Donc là, on peut passer. Ça, c'est donc une image qui vous montre l'évolution du tracé de la Moselle à Taunois entre 1953 et aujourd'hui. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en 1953, la Moselle avait un tracé libre avec plusieurs chenaux, donc là on peut en compter 4. Ce qu'on voit en 1977, c'est qu'il n'y a plus ces chenaux annexes. Par contre, le lit de la rivière a été creusé pour extraire le granulat. Donc c'était les premières gravières en fait se faisaient directement dans le lit des cours d'eau. Ça a été totalement interdit dans les années 80 parce que ça posait des gros problèmes d'érosion en aval. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, la situation aujourd'hui, c'est que la Moselle est totalement endiguée pour éviter en fait qu'elle soit captée par les gravières lors des crues. Et donc il y a le lit majeur est mité entre guillemets de gravières. Gravières qui sont parfois des réservoirs de biodiversité avec des espaces naturels sensibles. Et elles vont accueillir des espèces sensibles, des oiseaux comme les sternes, qui peuvent se reproduire sur les gravières lorsqu'il y a des aménagements. Malheureusement, ce sont aussi souvent des puits à espèces invasives. Par exemple, la perche soleil en fait, ne se retrouve plus dans le lit de la Moselle. Par contre, dès qu'il y a une crue, les perches soleil qui sont dans les gravières retournent dans la Moselle. Donc, ce sont des sites de stockage de ces espèces invasives. Donc, les gravières sont assez... voilà, il y a un débat aujourd'hui à savoir est-ce qu'elles sont plus favorables à la biodiversité ou défavorables à celle-ci. D'autant plus que les gravières, comme je vous l'ai dit, donc elles sont remplies par la nappe alluviale. Elles vont permettre l'eutrophisation de l'eau, elles vont permettre un échauffement des eaux. Et donc, le cours d'eau va être un peu moins refroidi, ce qui va avoir des conséquences sur la biologie de certaines espèces de poissons et qui vont favoriser certaines espèces invasives, toujours la perche soleil. Lorsque l'eau est plus chaude, elle se reproduit mieux et plus vite que notre perche endémique. Voilà, donc j'en ai fini avec ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vais laisser la parole à Marina de l'Agence de l'eau. Merci beaucoup pour cet ancrage sur le territoire. Là, on a pu déjà voyager pas mal. Donc Marina, je vais te laisser la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez déjà les poser dans le chat et on les prendra à la fin de toutes les interventions. Donc, je pense que la présentation est en train de s'afficher. Voilà. Oui. Et Marina, je te laisse la parole. Merci. Donc, Marina Pitrel de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Je vais vous présenter
En quoi l'eau est une ressource précieuse face au changement climatique? Quels sont globalement les enjeux de l'eau et quelles actions on peut mettre en place à l'échelle d'un territoire pour essayer au mieux de s'adapter aux contraintes et pourquoi pas en tirer un certain nombre d'avantages. On peut continuer, on peut passer la diapo. Alors le climat change, c'est un fait. On a pu mesurer une augmentation de température au cours du XXe siècle de 1,4 degré pour le nord de la France. Alors quand on regarde, quand on se... 1,4 degré, ça peut paraître peu, mais c'est une température moyenne. Et finalement, on s'aperçoit que ces dernières années, ce qu'on appelle les aléas climatiques ou ce qui change un peu de l'ordinaire se reproduit de plus en plus souvent. Les articles tirés de l'année 2020 montrent une année plus chaude, l'année la plus chaude jamais enregistrée en Europe. Or, quand on regarde parmi les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées en France, 9 années se situent après l'an 2000. Du coup, on voit se multiplier le nombre de nuits tropicales, de canicules, mais également une diminution du nombre de gels. Alors l'article en bas dit que la Lorraine glisse vers le sud. Effectivement, quand on regarde les relevés de température de ces dernières années, elles ressemblent, à s'y méprendre, aux températures qu'il faisait à Mâcon dans les années 50-60. Quand on se situe à Strasbourg, par exemple, ce sont les températures que l'on enregistrait à Lyon il y a 80 ans. Donc, on voit vraiment ce glissement qui s'effectue. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Donc, le climat change, nous en percevons vraiment les effets et cela a des conséquences aussi sur ce que nous pouvons, nous pouvons constater en termes de sécheresse. Les articles récents des années 2018, 2019 et 2020 montrent j'ai un écran gris. Oui, c'est bon. Montre une augmentation des phénomènes de sécheresse. Des arrêtés sécheresse sont pris. Des gestions de crise, finalement, se multiplient ces dernières années de manière beaucoup plus importante. On a également constaté l'apparition de cyanobactéries dans nos rivières et plans d'eau. Alors, l'article est daté de 2019, mais c'est des choses qu'on voit apparaître de plus en plus souvent. Ces cyanobactéries, ce ne sont pas des algues, mais qu'on appelle parfois algues bleues, prolifèrent dans des eaux chaudes, stagnantes, et peuvent avoir des conséquences sur la biodiversité, mais aussi sur la santé animale et humaine. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Donc, ce climat change. Nous avons des phénomènes météorologiques qui se répètent de plus en plus souvent, on les constate au quotidien. Et finalement, ce climat changera encore. On a enregistré 1,4 degré de plus. On nous prévoit à l'horizon 2100, si on continue finalement si on ne modifie pas nos modes de vie, des prévisions jusqu'à 4 ou 5 degrés supplémentaires. C'est pourquoi il est dans les plans d'action qu'on met en place au niveau de la gestion de l'eau, mais également de l'ensemble des politiques publiques, l'idée est vraiment de miser à la fois sur ce qu'on appelle l'atténuation, qui sont toutes les actions qui visent à diminuer la chaleur du thermomètre, à éviter d'aller au-delà des 2, 3, voire 4 degrés, essayer de diminuer au maximum, en réduisant les gaz à effet de serre, en limitant les consommations d'énergie fossile, en stockant le carbone dans les sols et dans les plantes. C'est la part bleue du schéma qui est indiqué sur le diaporama. Et à côté de ça, il est nécessaire de mettre en place des mesures d'adaptation. Alors l'adaptation, c'est faire en sorte de bien vivre le climat d'aujourd'hui et le climat du futur, s'adapter aux conditions climatiques que l'on va rencontrer. Alors l'objectif mondial, c'est de rester en dessous de 2 degrés, tout simplement pour pouvoir s'adapter correctement, pour pouvoir faire en sorte qu'économiquement, il soit encore envisageable de s'adapter dans de bonnes conditions,
Et aujourd'hui, l'adaptation au changement climatique, nécessairement, doit se mettre en place. Donc, il est urgent d'agir, mais il faut réfléchir et anticiper. Ça peut paraître contradictoire, mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'agir le plus vite possible, parce que de toute façon, on ne peut pas se positionner dans une gestion de crise au coup par coup. Et donc, il faudra nécessairement anticiper. Alors, je vais anticiper parce que les différents enjeux propres au changement climatique sont assez nombreux. On a parlé du réchauffement climatique, enfin de chaleur excessive et de canicule, de sécheresse. Mais on va passer à la diapo suivante. Mais au niveau des enjeux de l'eau, finalement, le changement climatique ne va pas créer de nouveaux enjeux, mais il va accélérer, aggraver les enjeux que nous connaissons déjà. Et l'idée d'anticiper en prenant des décisions qui intègrent l'ensemble de ces enjeux permettra de faire en sorte de bien vivre ce changement climatique. Alors, quand on fait le tour des impacts sur l'eau, il y aura moins d'eau disponible. Alors, quand on regarde les prévisions climatiques en termes de pluie, c'est très difficile de prévoir. Il y a un certain nombre d'incertitudes qui subsistent. Mais quoi qu'il en soit, on sait que sur un même volume d'eau, s'il fait plus chaud, beaucoup d'eau s'évaporera. Donc, en termes de disponibilité, il est très probable que nous en ayons moins à disposition. Donc, des nappes qui se rechargent moins bien, des sols qui s'assèchent plus vite, des cours d'eau à sec ou en étiage plus fréquents, et de la neige beaucoup moins présente. Fait écho à cela une dégradation de la qualité de l'eau. Tout simplement parce que déjà, dans un premier temps, si on garde la même somme de polluants, les cours d'eau ayant un débit plus faible, il y aura moins d'eau pour diluer la même charge de pollution. Donc, il est nécessaire de monter d'un cran dans la limitation de la dégradation de la qualité des eaux. On a également des transferts qui seront différents. Par exemple, en cette période, quand on a des automnes chauds et pluvieux, on a une minéralisation des sols beaucoup plus importante et de grandes quantités d'engrais, les quantités d'engrais qui ne sont pas utilisées par les plantes alimentent les cours d'eau, polluent les cours d'eau, et on a enregistré sur des cours d'eau du secteur des quantités de nitrates au-delà des 50 mg par litre et taquinant presque les 100 mg par litre, ce qui est énorme en termes de pollution des cours d'eau. On a également l'élévation de la température. Le changement climatique fait porter une menace supplémentaire sur la biodiversité, et il est indispensable d'essayer de faire en sorte que cette biodiversité puisse s'adapter le mieux possible ou le moins mal, parce que le changement climatique allant très vite, les systèmes d'adaptation des espèces sont beaucoup plus lentes. Alors, charge à nous de faire peser une pression moins importante sur la biodiversité pour qu'elle ait une chance de s'en tirer. Les inondations seront plus fréquentes puisque la répartition des précipitations pourrait être vraiment différente avec beaucoup de pluie d'orage. Donc, on enregistre des coulées de boue plus importantes et à terme, les pluies orageuses et les épisodes orageux qui augmenteront en fréquence créeront des coulées de boue, de l'érosion plus importante des sols pour la partie la plus rurale. Et au niveau des ruissellements urbains ou sur les zones urbanisées, on voit également que des débordements de réseaux se multiplient puisque la gestion des orages via des tuyaux a une certaine limite qui est la section du tuyau. Et du coup, on va devoir essayer d'aménager différemment pour pouvoir gérer cette eau différemment. Alors, j'ai aussi mis la montée du niveau de la mer. On ne le ressent pas directement en Lorraine, mais quand on est sur des bassins internationaux et qu'on parle de partage et d'usage d'un fleuve, il est nécessaire d'avoir en tête que la montée du niveau de la mer et des zones de salaison auront des impacts sur les usages globaux. Alors, on peut passer à la suivante.
Alors, comment intégrer tous ces enjeux de l'eau dans les actions territoriales? Essayer d'appliquer le principe éviter, réduire, réutiliser. D'abord, essayons de ne pas utiliser l'eau quand on peut l'éviter, essayer d'inventer de nouveaux process, essayer de réduire la consommation pour faire en sorte d'être le plus efficient possible et réutiliser quand c'est possible. Penser les usages du présent mais aussi du futur. La Lorraine n'est pas connue pour ses pénuries d'eau récurrentes. Certains secteurs de France le sont beaucoup plus. Et nous avons encore peut-être la chance de pouvoir anticiper une bonne répartition des usages futurs. Alors, en d'autres termes, j'ai mis soyons radins, on aurait pu mettre soyons économes en eau, évitons le gaspillage, essayons de lutter contre les fuites, essayons d'être plus sobres. Et ceci vaut pour l'eau, mais ceci vaut finalement aussi pour l'énergie et pour les sols, parce que là, j'ai mis une hausse 3 fois supérieure à celle de la population en termes d'artificialisation. On consomme plus de sol qu'il n'est nécessaire pour la population. Donc, il convient aussi d'être économe dans cette ressource sol parce qu'elle nous rend de multiples services au niveau de l'eau. Elle permet son infiltration, elle permet au niveau de limiter les ruissellements si la structure est bonne. Le sol permet également un support de culture, un support de vie, de biodiversité, et permet également de stocker du carbone et donc d'agir aussi sur ce thermomètre en même temps que l'on essaie de gérer, de s'adapter pour la gestion de l'eau. Alors on peut passer à la suivante. Également, en termes de réflexion, c'est vraiment quand on pense l'aménagement du territoire, quand on pense les actions qu'on met en œuvre aujourd'hui pour être des forces pour nos territoires demain, il est important de faire le bon choix pour tous. Alors, pour toutes les populations vulnérables en priorité, et ces populations sont des populations humaines, mais aussi non humaines, et faire en sorte d'essayer d'éviter alors ce qu'on appelle la maladaptation. C'est quand on pense bien s'adapter et qu'en fait, on n'a pas pensé au transfert de vulnérabilité, au fait qu'on peut rendre certains secteurs plus vulnérables en essayant de se protéger. Si on fait un mur pour se protéger des inondations, il est fort à parier que les populations qui suivent en paieront les conséquences. Si on multiplie les systèmes de climatisation pour sauver nos personnes vulnérables de fortes chaleurs, on consommera beaucoup d'énergie et les générations futures auront à le regretter plus tard. En termes de maladaptation, développer par exemple le maïs, qui est une plante tropicale, donc qui va bien se plaire si la température est plus élevée, peut aboutir à une très mauvaise gestion de l'eau sur un territoire parce qu'elle nécessite beaucoup d'eau. Et on peut arriver à essayer d'avoir des élans de développement d'un territoire qui nous amènent finalement plus ou moins vite dans le mur parce qu'on n'aura pas fait le tour de l'ensemble des enjeux que peuvent soulever ces solutions. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des solutions gagnant-gagnantes, des solutions qui sont bonnes ici, maintenant, quelles que soient les projections climatiques pour demain. C'est ce qu'on appelle des solutions aussi sans regret. Plutôt que de mettre papy et mamie dans le frigo, dans la salle réfrigérée, eh bien développer des bâtiments isolés, avoir un parc arboré pour aller se rafraîchir en période de canicule, c'est des choses qui seront de toute façon positives pour papy, mamie, la biodiversité, l'infiltration de l'eau et les luttes contre le réchauffement climatique. Et aussi, attention aux décisions irréversibles. Supprimer un écosystème présent sur un territoire, c'est une décision irréversible. Artificialiser un sol, c'est une décision irréversible. On va passer à la suivante. Alors là, je vous ai mis l'ensemble des actions
Alors j'ai mis en titre « L'eau au cœur des actions d'adaptation au changement climatique ». Finalement, c'est parce que je travaille à l'Agence de l'eau, parce que là-dedans, on aurait pu mettre la biodiversité au cœur des actions d'adaptation ou même l'humain. Pour vous faire toucher du doigt que ces actions sont pas de la contrainte environnementale imposée par la gestion de l'eau, mais peuvent être perçues comme vraiment un attrait pour le développement de nos territoires, un attrait pour changer un peu notre vision du vivre ensemble et d'habiter notre territoire. Alors, dans les actions, il y a la protection et la préservation des écosystèmes, la compréhension de leur fonctionnement, le choix d'une agriculture résiliente, résiliente au climat de demain et qui rend des services également. Parce que une agriculture en bonne santé qui préserve le climat avec un sol, avec une bonne structure, avec de l'herbe pour tamponner les inondations, par exemple, ou mieux filtrer l'eau, ce sont des atouts. Au service de l'eau parce que on peut s'en servir pour protéger nos cours d'eau, pour protéger nos captages. On peut également s'en servir pour l'alimentation humaine, tout simplement, de nos territoires. Faire le choix d'une agriculture avec beaucoup moins d'intrants, une agriculture biologique par exemple, permet de réduire les engrais de synthèse qui sont fortement polluants pour l'eau et qui augmente également, enfin qui contribue beaucoup à l'augmentation des gaz à effet de serre. Ensuite, faire le choix aussi d'une société plus sobre en eau, avec une réduction de la dépendance à la ressource. Parce que moins on en utilisera, mieux on l'utilisera, plus on aura de chance de suivre vraiment une dynamique de territoire adaptée au climat de demain. Et pour la ville, choisir une ville perméable et végétale, avec une place pour l'humain et la biodiversité. Alors plutôt que les sections de tuyaux limités, préférer des fossés qui permettent de stocker beaucoup plus d'eau et d'infiltrer aussi en grande partie l'eau quand elle tombe. Au niveau des ruelles, désimperméabiliser. Là, c'était des ruelles vertes en pleine ville qui maintenant font la part belle au jardinage et aux piétons, au jardinage des plates-bornes. Et ici, c'est un cimetière qui a été pensé de manière totalement différente des cimetières dont nous avons l'habitude de voir, que nous avons l'habitude de voir d'habitude. Donc, changer la façon de vivre nos espaces. Alors, on peut aller à la diapo suivante en faisant un petit zoom sur les cours d'école où sont finalement les populations vulnérables que sont nos enfants. Et on s'aperçoit que ces milieux qui sont très bétonnés ne permettent pas à l'eau de s'infiltrer, sont des îlots de chaleur urbains avec un impact en termes de hausse de température dans la cour, mais qui peut également avoir des impacts sur le réchauffement des bâtiments en cas de canicule, qui sont d'autant plus difficiles à refroidir. Et en hiver, ça fait également des ponts thermiques importants. En plus, on a vu que l'humain dans ces cours-là, dans ces cours-là, il y avait beaucoup de blessures, de jeux violents, de bruit. Et psychologiquement, dans certaines zones où l'accès à la nature est compliqué, les enfants peuvent aller jusqu'à souffrir de déficits de nature qu'ils ne combleront pas dans ces espaces. On a également, en termes d'entretien et de rénovation de ce genre de structure, un coût très important. Et de toute façon, ce n'est pas adapté au climat qu'on nous prévoit demain ou même dans 30 ans. Et on sait qu'un aménagement fait aujourd'hui est là au moins jusqu'en 2050, voire plus. Et donc, il est important d'amorcer une transition importante. Et on peut passer à la diapo suivante, qui est l'école de demain, mais qui se met en place dès aujourd'hui, puisque de nombreuses communes ont répondu à l'appel du Cassons la croûte du SCOTAM, du plan paysage du SCOTAM. Et le fait de créer des écoles demain adaptées au changement climatique
voilà, par rapport aux photos qui illustrent ceci, on voit que l'eau s'infiltre là où elle tombe, il n'y a pas de gestion d'eau supplémentaire, que la biodiversité y est présente, qu'on peut y stocker du carbone, faire des économies en termes d'énergie, d'entretien. L'entretien ne sera pas du tout le même, et en coût de réhabilitation et de rénovation. Et pour les enfants, on a mesuré des réductions de l'impact des canicules, la réduction des violences entre enfants, mais également du bruit, parce qu'ils développent plus de coopération, plus de jeux orientés vers la curiosité. Cela permet plus de jeux également entre garçons et filles pour nous inclure dans une société beaucoup plus mixte. Et il y a également des avantages pour l'accès à l'éducation à l'environnement avec un support pédagogique à disposition. Et en ces temps où les enfants n'ont plus le droit de sortir à cause des plans Vigipirate ou des plans sanitaires, il est important de recentrer l'activité également au plus proche de l'école. Voilà, on va passer à une diapo de conclusion qui est, voilà, si on dissémine toutes ces actions à l'échelle du bassin versant, à l'échelle de nos territoires, on peut inventer quelque chose de différent qui nous préserve des aléas climatiques à venir, qui nous permettront d'être plus résilients et plus adaptés au changement. Et pour ça, eh bien, il y a également des ressources financières qui existent. Une grande partie des actions que j'ai présentées peuvent trouver des financements aussi par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous poser des questions ou à aller feuilleter le 11e programme d'intervention de l'agence pour trouver des financements pour rénover une cour d'école, pour désimperméabiliser une place, pour mettre en place de la renaturation de cours d'eau, des préservations de zones humides, mais également des projets en lien avec l'agriculture et le développement de filières courtes sans impact pour la ressource en eau. Merci. Merci Marina. Merci pour ce cadre posé autour du changement climatique, donc d'où l'importance de préserver cette ressource en eau. Pour illustrer notamment les types d'aménagements dont tu viens de parler, en tout cas, tu en as esquissé quelques possibilités, l'aménagement de nous, la ville perméable, etc. Donc, je vais demander à Monsieur Ketzinger de Batigère d'allumer son micro et de présenter. Du coup, je pourrais l'accompagner si nécessaire. L'opération de réhabilitation des anciens hôpitaux Villemain-Maringer à Nancy. Oui. Oui, bon, déjà bonjour à tous. Donc, je suis Guillaume Ketzinger, responsable de projet chez Batigère. Donc, je vais vous présenter la gestion alternative donc, des eaux pluviales qu'on a mis en place sur la zone d'aménagement portée par Batigère sur Nancy, sur une ancienne friche hospitalière Villemain-Maringer. On peut passer à la diapo suivante. Donc, bon, juste rapidement pour présenter l'opération et le contexte dans lequel ces gestions s'impliquent, on est sur une ancienne friche hospitalière qui, en surface au sol, représentait environ 50 000 m², avec d'importants bâtiments à l'époque. On est vraiment à proximité du centre-ville de Nancy, environ 15 minutes à pied de la gare et du centre. Et aujourd'hui, on était sur un quartier plutôt résidentiel aux alentours. Alors, un des points particuliers de ce site, outre la valeur patrimoniale de certains bâtiments, c'est qu'on avait un espace vert protégé de 6 000 m² en plein milieu, que le PLU protégé. Et ça nous a permis, on verra par la suite, d'appréhender justement ce sujet de gestion des eaux pluviales un peu différemment. Voilà. Et avec également des sujets biodiversité qui existaient sur le site, parce qu'on va dire que la vie animale avait repris un peu son cours du fait entre le moment où le CHU avait quitté le site et le moment de nos premières interventions de démolition sur le site, entre guillemets. Donc, le projet représentera environ à terme plus de 700 logements, avec une mixité sociale, une mixité d'habitat. On est sur un projet 100% habitat, à part quelques cellules commerciales au rez-de-chaussée.
avec une part de 30 logements, de 30% de locatif social. Bien évidemment, cet aménagement a été mené dans une réflexion haute qualité environnementale, que ce soit sur les études de conception urbaine, mais ça sera également le cas sur les études de conception des bâtiments avec des niveaux énergétiques assez ambitieux, en visant du E3C1 et puis avec voire du E2C2 avec des sujets bas carbone sur certains îlots. On peut passer à la diapositive suivante. Donc voilà, en termes de plan masse, le projet projeté par l'urbanisme, où on voit bien l'espace central, qui est l'esplanade Sœur Emmanuelle, avec la partie, on va dire, en vert foncé, qui est la partie jardin de pluie, qui nous permet de gérer en grande partie les eaux pluviales des voiries futurement créées. Donc, évidemment, quand on a posé ce premier plan d'aménagement, on s'est rendu compte que c'était un site assez important et comment donner vie et créer aussi, par ce cœur, entre guillemets, de programme, quelque chose qui peut tourner autour de la nature, la biodiversité et l'eau. Et c'est quand même à noter que sur ce plan, déjà projeté en amont, c'est qu'on est très proche d'un coefficient de zéro artificialisation des sols par rapport à ce qui existait à l'ancienne friche. Alors c'est vrai qu'on voit on voit pas le plan des anciennes constructions, mais voilà, aujourd'hui on est quasiment à zéro artificialisation des sols par rapport à ce plan masse. Donc on peut passer à la diapo suivante, juste voilà, pour présenter juste rapidement qu'on a une équipe pluridisciplinaire pour nous accompagner sur tous les sujets environnementaux, mais également hydrauliques, nous accompagner, mais également accompagner la maîtrise d'œuvre urbaine, qui a défini tous ces schémas directeurs et tous les plans de conception, de réalisation des voiries et des réseaux. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, en termes de gestion intégrée des eaux pluviales, à la base, les études étaient initialement basées sur le PLU et le cahier des charges de la métropole du Grand Nancy, qui est compétente sur ce sujet. Malgré tout, on avait déjà une gestion différenciée par rapport aux espaces publics. Donc, les eaux pluviales du domaine public étaient stockées et reversées avec une surverse et un débit de fuite limité dans le réseau existant. Et par contre, la gestion des parcelles privées, entre guillemets, et des futures constructions était gérée avec, pareil, un débit de fuite sur le réseau nouvellement créé. Donc, ça nécessitait, en termes de conception, mais de réalisation, également des ouvrages assez importants sur la nouvelle voirie pour permettre toute cette régulation de débit, parce qu'on avait un débit, je crois, limité d'1,5 litre de mémoire par rapport au cahier des charges de la métropole. Ce projet aussi, de par sa taille, était soumis à déclaration dans le cadre de la loi sur l'eau. Donc, il y avait un accompagnement à avoir également sur ce côté-là. Donc, on a décidé d'être accompagné sur ce sujet de la gestion des eaux par un AMO hydraulique, Eleni, qui traite ce sujet depuis de nombreuses années, qui est basé à Tours et qui intervient en tant que maîtrise d'œuvre, mais en tant qu'AMO aussi, sur l'ensemble de l'ouest de la France. Donc on a pu définir, voilà, assez en amont des premières études, quasiment en phase avant-projet, notre objectif qui était le zéro rejet des eaux pluviales, que ce soit domaine public, mais également des futures parcelles privées, des futures constructions. Donc, tout ça nous a aussi permis d'avoir un accompagnement de l'agence de l'eau, comme c'était précisé avant. Donc, effectivement, on a un accompagnement financier avec la subvention d'une partie des études et d'une partie des travaux. Mais je ne l'ai pas écrit, mais on a aussi eu un accompagnement technique et avec des réunions avec la métropole pour sensibiliser justement
les services sur ce nouveau sujet. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, le but, c'était vraiment de pouvoir proposer un aménagement capable d'offrir une alternative au tout tuyau et éviter des bassins enterrés en plastique profonds et des fois difficiles d'accès ou d'entretien. Donc, c'était vraiment la mise en place et l'utilisation de techniques alternatives afin d'intégrer pleinement les eaux pluviales aux aménagements publics et en priorité en surface. Donc, cette gestion repose sur plusieurs fondamentaux qui est respecter les écoulements naturels et le cycle naturel de l'eau, les stocker à la source et en surface, donc avec l'espace vert et le jardin de pluie, c'est un atout particulier, ne pas l'enterrer, l'eau, veiller au stockage des épisodes pluviaux exceptionnels ou à la répétition d'épisodes pluvieux. Donc c'est un vrai sujet comme on est quand même dans une zone dense assez urbaine. Donc les études se sont menées sur des crues centenales, donc vraiment avec des coefficients de sécurité importants. Et donc voilà, favoriser l'infiltration au maximum quand le sol le permettait, enfin le permet, et ici il le permet quand même principalement. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir recourir à des ouvrages plurifonctionnels, c'est-à-dire qu'aucun espace ni ouvrage n'est spécifiquement créé et destiné à la gestion des eaux pluviales. Un espace vert peut être légèrement creusé pour avoir une fonction hydraulique, mais aussi avoir une fonction d'espace vert ou arboré, de gestion de la biodiversité ou même de partage avec des jeux d'enfants ou de ces sujets-là, comme on a vu avec l'Agence de l'eau. Et puis, on voulait aussi avoir un travail sur les voiries, parce que c'est souvent, on l'a bien vu sur le plan, des mètres carrés importants, et c'était travailler pour avoir qui fasse office de réservoir en travaillant sur des structures spécifiques avec des matériaux drainants. Voilà. Donc on peut passer à la diapositive suivante. Donc les avantages qu'on en a perçus sur cet aspect, c'est vraiment les sujets environnementaux, donc avec les limitations des ruissellements, la réduction du risque d'inondation et de pollution du milieu. Les ouvrages de rétention peuvent permettre une dépollution naturelle par décantation, une filtration mécanique du sol, voilà. Et puis le stockage en surface dans des espaces verts plantés avec des espèces adaptées, où là on a été accompagné par Madame Jacot d'Omnibus également sur ce sujet pour voilà, on va dire verdir les noues et puis les espaces verts en creux. Bah, ça permet de constituer de ramener la biodiversité sur le milieu, en milieu urbain, quoi. Et puis après, forcément, ça a un impact sur un lotissement comme ça, paysager et de cadre de vie. Ça permet de créer des ambiances de parcs, de jardins, d'avoir des voiries, pas forcément tout bétonnées, mais avec des noues sur chaque côté qui permettent également de ramener du vert. L'eau, elle n'est plus forcément évacuée tout de suite, donc on peut avoir un peu d'eau à certaines périodes, après certains épisodes un peu particuliers, donc elle reprend une composante naturelle du paysage. Et voilà, ça permet d'avoir des espaces d'agrément naturel allant hydraulique, paysage et environnementaux avec la biodiversité qui peut être là. Et ça renvoie au troisième point qui est aussi pédagogique et sociétal, qui permet à amener les gens à vivre avec l'eau et aménager ces espaces en fonction. Et bon, le dernier sujet qui est également économique, comme je l'ai dit, les premières études avec le tout tuyau engendrer des surcoûts de tuyaux importants avec des diamètres importants, mais également des dispositifs pour réguler les débits importants. Donc cette suppression a permis d'avoir une économie de projet plus viable. Et également, les premières études montrent que aussi en termes d'entretien,
c'est beaucoup plus facile et moins coûteux parce qu'on est sur des ouvrages de stockage, sur des entretiens primaires, espaces verts, voire voirie, avec des dispositifs complexes là-dessus. Voilà. On peut passer à la diapositive suivante. En termes on va dire, d'écueil, évidemment, on avait sur ce lotissement également rencontré certaines problématiques, alors de non-faisabilité technique qui peuvent être la nature des sols avec des coefficients de perméabilité de certains sols qui ne favorisent pas l'infiltration, comme on l'a vu, des sujets de pollution aussi du sol, parce que on intervient sur une ancienne friche, certes hospitalière, mais qui avait des cuves de fioul à certains endroits. Il y a des sujets de contraintes de place, avec, comme on a pu le voir sur le plan masse, des bâtiments qui existaient, et c'est toute la difficulté d'allier un peu toutes les contraintes, où on n'a pas forcément pu infiltrer à la parcelle 100% sur ces sujets-là. Et après, il y a aussi des fois la cohabitation des usages avec des questions de sécurité vis-à-vis de certaines questions. Et un dernier point, c'était plus par rapport au service de la métropole et des habitudes et de ce qui était gravé entre guillemets dans le marge et des écrits, des cahiers des charges. Donc il y a eu un accompagnement, comme je l'ai dit, avec aussi l'agence de loi, avec notre AMO. Bon, il y a resté de scepticisme avec le bon fonctionnement de certains modes alternatifs. Par exemple, on prend l'enrobé drainant, qui est un enrobé qui permet beaucoup mieux l'infiltration, mais qui est encore un sujet sur nos secteurs qui n'est pas forcément bien appréhendé. Donc, on a réduit la mise en place d'enrobés drainants sur une toute petite zone parking, une petite parcelle, pour pouvoir aussi là voir dans le temps et comment ça fonctionne et si ça fonctionne bien, quoi. Il y avait aussi des questions d'entretien et la pérennité dans le temps de ces futurs espaces publics et futurs espaces de de rétention. Et après, il y avait une crainte, c'était les gestions futures des parcelles, qui étaient plutôt, mais comment ils vont faire pour respecter vos contraintes? Et donc là, on a décidé de mettre en place des cahiers des charges de gestion des eaux pluviales, donc qui sont contractuels dans le cadre des promesses de vente, avec un accompagnement de notre AMO pour avoir un visa hydraulique des futurs preneurs des parcelles et aussi en phase chantier et réalisation, un visa travaux. Voilà, on peut passer à la photo suivante la diapo suivante qui est simplement des illustrations de la partie centrale du jardin avec, on le voit, la noue creusée assez importante qui est quasiment finie. Il ne reste plus qu'à ce que le gazon pousse. Mais voilà. Et je pense que la dernière... Oui, Je peux juste ajouter un petit mot si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Du coup, là, c'est vrai qu'on voit l'ensemble, le fond, le bâtiment au fond, en haut à gauche, c'est bien le bâtiment Villemain qui est le plus long bâtiment des anciens hôpitaux, donc qui a été conservé et qui est transformé, donc qui est réhabilité entièrement en logement actuellement. Et puis ce jardin, donc Sœur Emmanuelle, qui prend place et qui a été décidé aussi donc c'est une opération sur du très long terme, hein, vous l'aurez compris. Et là, on est sur la première phase de travaux où il a été décidé d'installer ce jardin avant même que les habitants arrivent et que même que le reste des logements soient construits dans le reste du quartier. Et donc cette petite placette centrale, elle est aussi assez forte puisque, en effet, ce jardin de pluie, vous le voyez, c'est quand même un creux qui est assez important. Et ça montre aussi l'importance d'un volume d'une crue centenale. Hein, tous les calculs ont été basés sur l'accueil et la possibilité de stocker et d'infiltrer ce volume d'eau
pour une crue centenale, ce qui fait quand même une sacrée grande quantité, ce qui crée du coup un espace où en effet on pourra du coup les usages seront possibles, on pourra jouer au ballon dans le fond, on pourra courir et profiter de cet espace, se mettre un peu sur les buts tout autour pour observer aussi cet espace. Pour l'instant, il est engazonné, mais on sait bien que dans le fond, parfois sur les hivers, de l'eau va stagner et donc il y a une végétation propre à une zone humide, enfin un espace humide qui vont pouvoir s'installer là au fil du temps. Donc c'est aussi, ça a été aussi il a fallu aussi déployer des arguments auprès de tout le monde pour que cet accueil de l'eau puisse se faire sans qu'il soit clos. Quand on pense souvent à une mare de rétention ou un bassin de rétention, on pense souvent, on a cette image du bassin clos d'une clôture plus ou moins belle d'ailleurs, plus ou moins accueillante. Là, ici, le choix est fait d'avoir un jardin de pluie très ouvert et disponible pour des usages, un parc qui accueille l'eau partant de pluie. Vous pouvez aussi voir juste sur le côté, le fond de la placette, la réutilisation sur place de tous les rémanents issus des abattages du site pour créer des limites qui sont aussi réversibles, des limites en ramée. Donc, ça permet de stocker les branchages et les troncs pour donner aussi des limites accueillantes et vivantes aussi, accueillantes pour la biodiversité et vivantes, même si elles ont une durée de vie limitée certainement. Elles vont nécessiter un entretien et un soin spécifique. Mais c'était aussi l'idée de ne pas évacuer, un des autres objectifs est de ne pas évacuer les arbres issus du site. De même, on a aussi réutilisé les morceaux d'enrobés de certaines voiries pour agrémenter les espaces plantés. Voilà, c'était juste 2 compléments paysage. Et je voulais aussi insister, je me suis notée sur, vous avez parlé, Monsieur Ketzinger, le choix de vouloir tester aussi sur l'enrobé drainant. Je trouve que c'est une attitude qui était aussi maligne, parce que voilà, le test dans l'aménagement, c'est aussi une vertu et c'est intéressant aussi de se dire, bon, bah, même s'il y a des frilosités sur certains choix, bah, on peut s'accorder des espaces pour tester quand c'est pas forcément complètement réversible. Et puis juste ajouter le fait que c'est vrai qu'on sort de quelques décennies d'habitude en termes d'aménagement où on a souhaité toujours évacuer l'eau toujours plus loin, plus vite, plus bas. Et que là, aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, on est dans un système où la première question à se poser quand on aménage un espace, c'est que fait-on de l'eau et comment peut-on ralentir sa descente? Comment peut-on l'infiltrer et utiliser cette ressource que sont les sols notamment? Je vous laisse terminer, Monsieur Ketzinger. Non, merci pour ces compléments. Et puis, j'avais rien à rajouter. Donc, merci à tous pour votre attention. Merci. Donc, merci beaucoup. On va du coup donner la parole à Monsieur Bavant, qui va pouvoir allumer son micro. Donc, qui est responsable du pôle production à la communauté d'agglomération Seine-Eure. Donc là, on file vers l'ouest. Est-ce que vous êtes là, Monsieur Bavant? Parfaitement, si vous m'entendez bien. Parfaitement, on vous entend. Je vous laisse la parole. Parfait. Donc, du coup, je vais vous présenter l'opération des Hauts-Prés. Les Hauts-Prés, c'est le nom du captage d'eau potable, en fait, qui est à proximité de la zone sur laquelle, enfin, sur la zone dont je vais vous parler. C'est donc un captage assez important pour l'agglomération Seine-Eure, parce qu'à lui seul, aujourd'hui, il représente quasiment 40% des volumes d'eau potable produits sur l'ensemble du territoire. Pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 3,5 millions à 4 millions de mètres cubes par an. Donc c'est une opération particulière qui, juste pour recontextualiser, parce que du coup, ça vient de loin. Oui. Donc l'agglomération Seine-Eure, en fait, c'est une agglomération de 100 000 habitants à peu près, qui se situe au sud de Rouen, sur la frange de l'ouest de l'Île-de-France, quoi. On est à moins d'1 heure du périphérique parisien. Donc, on est un territoire plutôt rural. Comment dirais-je, la population se concentre sur certaines communes de la vallée d'Eure et de vallée de Seine,
mais on a beaucoup de petites communes avec un territoire très rural, un gros massif forestier aussi. Vous voyez la surface, 40% de forêt et de milieu naturel. Là, c'est vrai qu'on a pas mal de zones humides, mais un très gros massif forestier qui coupe le territoire du nord au sud. Donc, c'est le massif de Bord. Et donc là, plus particulièrement, moi, je vais vous parler d'eau potable. Donc, on va pouvoir passer sur la carte suivante, sur laquelle je vais rester un petit peu. Donc, j'espère qu'elle est bien lisible pour tous. Donc, sur cette carte, en fait, sont représentés les différents périmètres issus donc, de la déclaration d'utilité publique, de l'arrêté donc, préfectoral pour la mise en service du forage d'eau potable. Et en fait, sur ce secteur-là, l'entrée de base a été la préservation de la ressource en eau. Préservation parce qu'on partait d'une eau de très bonne qualité. On n'a pas de nitrate, donc on est vraiment, plus proche de 0 que d'un autre chiffre. Mais à la fin des années, 2010, un peu entre 2000 et 2010, on avait, quand même, des traces de pesticides. On a une nappe qui est très, très superficielle. On le voit en haut à droite de la carte, là, on a un lac là où il y a marqué réserve ornithologique. En fait, on est dans une boucle de la Seine avec une nappe extrêmement superficielle. On se situe même sur une zone de remontée de nappe, de la nappe d'accompagnement de la Seine. Donc on a une nappe qui est très réactive et qu'on voulait absolument protéger. Et donc là, l'opération des Hauts-Prés a principalement constaté en une opération foncière, c'est-à-dire qu'on s'est tourné vers le propriétaire, qui était l'État, parce qu'on est sur une ancienne commune nouvelle. Maintenant, il y a des fusions de communes là, mais à la fin des années 70, début des années 80, l'État avait exproprié et aménagé un peu le territoire de façon à créer des villes nouvelles sur certains secteurs. Et donc, au fur et à mesure de ces années, en fait, l'État était devenu propriétaire de très nombreuses terres pour développer en fait de l'aménagement industriel, mais aussi de l'habitat. Et ce sont des choses qui, sur ce secteur-là, ont été gelées du fait de l'inondabilité de la zone, en fait. Les études qui ont été menées par la suite ont classé ces secteurs-là en zone inondable et de ce fait, sont restés en agricole. Et nous avons saisi cette opportunité qui a été d'acquérir donc tout ce qui va être coloré sur la carte là, donc aussi bien ce qui est en vert qu'en jaune, et je vais le détailler par la suite. Donc en gros, on a à peu près 160 hectares qui sont concernés, qui sont principalement situés dans le périmètre de protection rapproché. Donc ça va être la ligne en trait rouge, pas celle qui est autour des points rouges, qui est le périmètre de protection immédiat, donc infranchissable du captage, et donc sur le reste de la zone là. Et ces acquisitions foncières, elles nous ont permis d'engager des discussions avec les exploitants agricoles qui étaient quasi exclusivement en grande culture, sur des rotations relativement simplifiées, pour faire évoluer leurs pratiques. Donc en gros, le deal qui s'est passé à l'époque, ça a été de se dire, vous aviez des conventions d'occupation précaires avec l'État. Nous, on vous offre de la visibilité, on contractualise avec vous des baux ruraux environnementaux et la solution qui a été trouvée à la fin, ça a été de se dire, voilà, la contrainte environnementale sera le respect du cahier des charges en agriculture biologique. Donc ça s'est plus ou moins fait facilement. Il y a quand même eu quelques discussions qui ont été âpres à l'époque, mais malgré tout, ça s'est quand même bien passé parce qu'on a fait un gros travail de réorganisation parcellaire. On a aussi accompagné certains exploitants qui avaient des toutes petites surfaces sur de l'échange parcellaire. Et on a abouti à l'aménagement foncier que vous pouvez voir là, en gros. C'est que toute la partie qui est un peu, alors on va dire, on va appeler ça panthère, là, donc on a 80 hectares de grandes cultures qui sont aujourd'hui séparés entre 4 exploitants et 30 hectares de maraîchage, donc c'est la zone qui est quadrillée, qui est autour du petit symbole maison là, pour lesquels en fait on a fait des appels à candidature pour installer des maraîchers. Pourquoi ça? Parce qu'à l'époque, on avait fait le constat que 100% des légumes bio qui étaient consommés par les habitants du territoire n'étaient pas issus du territoire, et donc on a voulu donner ce versant-là au projet. Et on a donc, via des systèmes d'appel à candidature, permis l'installation de 5 maraîchers.
Je vais parler brièvement parce que du coup, moi, ce qui me concerne, c'est plutôt la partie agricole. Mais malgré tout, en amont hydraulique, on voit là, vous avez là, dans la légende l'heure et la morteur. Donc la morteur, c'est juste un bras de l'heure qui se sépare à un moment donné. En amont hydraulique, on a aussi pu acquérir un boisement alluvial. Alors, boisement alluvial, c'était une belle peuplerée de production qui était très abîmée sur 50 hectares. Et en fait, l'acquisition de cette surface nous a permis, d'une part, de maintenir un boisement alluvial sur cette zone-là, de le régénérer, de travailler notamment à l'implantation d'essences un peu plus adaptées comme le peuplier noir, mais aussi de mener une opération de rétablissement de la continuité écologique en contournant en fait une petite station hydroélectrique qui agissait en fait comme un seuil. Elle est pas symbolisée là sur la carte, mais voilà, c'était aussi une opération assez importante. Donc en fait, cette conversion-là en agriculture bio et la maîtrise foncière nous a permis d'accompagner les exploitants qui étaient sur place sur l'amélioration donc des pratiques et puis aussi de mener un travail sur la partie paysagère. On a fini d'être propriétaire en fait en 2011. Donc l'acquisition s'est passée, vous voyez, c'est sur un pas de temps qui est assez long, hein. Donc en 2009, 2010 et 2011, en 3 ans, on est devenu propriétaire des 110 hectares en agricole. On a procédé en 2012, fin 2012, à une opération de plantation de haies. Donc, on a accompagné là-dessus les exploitants pour la plantation. On a mis 4000 pieds. Aujourd'hui, il y en a pas mal qui ont souffert et qui sont morts, mais malgré tout, il y a des endroits où ça a plutôt bien pris, notamment sur la zone maraîchère. Ça nous a permis aussi d'assurer voilà, des séparations visuelles entre les différentes parcelles. Et on a travaillé après, le site, là, le pôle d'agriculture bio, c'est un bâtiment d'1 hectare autour duquel, en fait, on avait plein de zones, plein d'espaces verts. Donc, on a, dès le début, travaillé à de la gestion différenciée là-dessus. Et on a aussi mis en place de l'éco-pâturage, donc en relation avec le service Rivière et Milieux Naturels, donc ce sont mes collègues qui sont dans la même direction que moi. Et en fait, on a des bêtes, principalement des moutons, mais aussi des chèvres et des vaches, qui nous permettent en fait d'entretenir certains sites naturels de l'agglomération. Plus particulièrement ici, donc on a des Avranchins, qui sont des moutons normands, alors pas vraiment de chez nous, mais normands quand même, qui nous permettent d'entretenir tous les espaces verts du site. Donc on fait vraiment maintenant appel de façon très réduite à de l'entretien thermique via une prestation de service vraiment sur les abords et on va dire sur les zones un peu plus fréquentées du bâtiment. Euh, donc ça, c'était la partie plutôt agricole. Il est aussi à noter qu'on a sur les aspects cartographiques, là, on est sur une zone qui est un peu inondable et une zone qui a été un peu poldérisée à l'époque là, de l'aménagement par l'État. Et on avait quelques canaux qui drainaient en fait les différentes zones agricoles. Et sur ces canaux, on a décidé de ne plus du tout intervenir et de les laisser s'embroussailler. Donc aujourd'hui, on a des haies qui se sont constituées et qui, enfin même des belles haies parce qu'on commence à avoir des arbres de auger là qui font plusieurs mètres de haut. Et donc, voilà, de laisser ces zones-là s'atterrir, et ce qui n'a pas posé de problème en termes de conduite agricole, quoi. Donc, c'est depuis maintenant 8 ans qu'on n'intervient plus du tout. Voilà, ça ne pose aucun souci sur le site. Donc, parallèlement à ça, donc je dis juste un petit mot quand même de ce qui s'est passé derrière, c'est qu'on a pu acquérir également le bâtiment, là, qui est donc le siège du pôle d'agriculture biologique des Hauts-Prés. C'est une ancienne friche industrielle qui était esseulée là, au milieu de la plaine, qu'on a racheté, qu'on a réaménagé, donc grâce au soutien financier de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, de la région et du département. Et aujourd'hui, ce bâtiment nous permet d'accueillir 9 structures différentes. Je ne vais pas toutes les détailler, mais on a un brasseur, un traiteur, on a une société qui produit du lombricompost, donc qui est valorisable en agriculture bio. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que cette opération qui avait vraiment une entrée purement protection de la ressource en eau initialement, débouche aussi sur un versant de développement économique. Et donc, dans certaines présentations, on parle de la protection de la ressource au développement économique du territoire.
Voilà, dans le sens où il ne faut pas oublier que les deux peuvent être compatibles, sous certaines conditions, bien évidemment, mais qu'on peut arriver à créer des choses intéressantes. Et aujourd'hui, sur ce site, on arrive, alors c'est les chiffres de 2019, mais on a 46 ETP, ça c'est toujours le cas. Donc c'est intéressant. Avant, dans l'usine, il y avait 60 personnes, donc l'objectif à terme est de retomber à peu près sur le même nombre d'emplois. Et on a un chiffre d'affaires qui est de 2 millions d'euros à répartir sur les différents partenaires du site. Donc voilà, c'est quelque chose voilà, qui se développe et qui se développe toujours correctement. Et puis du coup, on peut passer sur la dernière. Donc j'ai mis juste deux illustrations qui nous permettent d'aborder le point suivant. Donc la première, voilà, c'était pour montrer que le territoire et voilà, les zones cultivées sont aussi malgré tout résilientes. Ça doit être la deuxième année après l'arrêt de l'usage des produits phytosanitaires de synthèse. Donc on voit là des vagues de coquelicots, voilà, qui étaient un peu emblématiques, qu'on ne voyait plus avant. C'était plutôt jaune. Il y avait beaucoup de colza. Là maintenant, on n'en a presque plus du tout sur la zone. Mais voilà, il y a eu un gros travail de fait sur l'accompagnement agricole. Et puis, on a aussi derrière souhaité mettre en avant du coup, pour parler de la qualité de la ressource en eau, avant de passer sur la partie biodiversité, on a constaté donc que depuis fin 2014, où l'ensemble des terrains en notre propriété sont certifiés en bio, parce que même si on a fini d'acquérir en 2011, il y a eu le temps de certification. Donc, du coup, depuis fin 2014, tout est en bio. On a une diminution des concentrations en produits phytosanitaires. On a une diminution aussi en nombre de produits retrouvés. C'est graduel depuis 6 ans maintenant, 7 ans. La dernière analyse mensuelle que j'ai reçue ce matin, voilà, me donne 0 nitrate. Ça, c'était déjà le cas, on a maintenu, c'était l'objectif. Et la présence de 1 pesticide. Voilà, c'est le S-métolachlore qui est à une concentration de 0,1 microgrammes par litre. Donc on est très en deçà des seuils, mais voilà, on est assez content. Après, on est bien conscient aussi que c'est une photo à l'instant T et qu'on met tout en œuvre pour maintenir cette qualité de l'eau le mieux possible. Et puis, donc, on savait déjà, mais là, voilà, on a un élément supplémentaire pour dire que l'agriculture biologique est favorable à la qualité de la ressource en eau. Et on est aussi en train de travailler sur les aspects biodiversité. Ça, c'est un élément sur lequel, de façon empirique, on entend souvent que, bien évidemment, que l'agriculture bio est favorable à la biodiversité. Encore fallait-il qu'il y ait des études qui le démontrent. Et donc, on a demandé, en fait, à une association régionale qui s'appelle le Conservatoire régional de l'abeille normande de mener un suivi, notamment sur les insectes. Donc, ce suivi entomologique a duré 2 ans, a été très, très complet. C'est concentré principalement sur la zone maraîchère, mais aussi sur ses abords. J'ai pas tous les résultats, mais il en ressort qu'on a une diversité d'espèces assez. Je reprends les propos on va dire du responsable du suivi, assez incroyable. Donc ils se sont concentrés principalement sur les hyménoptères parce que du coup c'est vraiment leur domaine de spécialité. A priori, j'ai pas encore son nom, mais on aurait retrouvé une espèce qui n'avait pas été encore vue en Normandie. Mais bon, c'est peut-être parce qu'on la cherchait pas. Et donc là, j'ai juste illustré avec j'ai plus je crois que c'est le criquet à aile bleue, là, j'ai plus bien son nom. Il y a longtemps que j'ai fait de mes études naturalistes, donc j'ai un peu oublié les noms là. Mais voilà, c'était pour illustrer l'ensemble. Mais voilà, on retrouve vraiment une forte diversité. Donc on essaiera de mettre ça en avant lors des prochaines ouvertures au public du bâtiment, comme on fait une fois par an, pour pouvoir voilà, avoir un autre aspect, développer un autre aspect intéressant du développement de l'agriculture biologique. Est-ce que je peux vous poser une petite question juste pour compléter, parce que c'est possible que les élus qui nous écoutent se demandent ça. Oui. Est-ce que vous pouvez nous préciser peut-être en termes de moyens comment vous avez porté ce projet? Parce qu'on sait que l'acquisition foncière et puis ensuite, bon, bien sûr, il y a un besoin financier, mais un besoin aussi de temps. Je pense aussi en termes de temps et de personnes à mobiliser dans vos services. Pour ça, comment avez-vous pu mener
ce travail de longue haleine aussi avec vos services? Tout à fait. Alors du coup, c'était moi-même. Donc là, maintenant, la pression s'est bien relâchée. Mais du coup, le poste que j'occupais précédemment était accompagné par l'Agence de l'eau Seine-Normandie à 80%. Donc D'accord. l'animation était quasi entièrement dédiée à cette opération-là, parce qu'en effet, il y a eu tout le réaménagement du bâtiment, l'accompagnement agricole et ainsi de suite. Donc il y avait un accompagnement fort de l'agence de l'eau là-dessus. Et en effet, après, pour donner quelques éléments financiers, l'acquisition des terrains a été accompagnée également par l'agence de l'eau, mais aussi par le département. Donc ça ne nous a quasiment rien coûté. Et aujourd'hui, les loyers qui sont touchés sur les terres rendent l'opération bénéficiaire pour nous à ce jour. Et sur la partie bâtiment, de la même façon, donc on était accompagné par agence de l'eau, région et département. Le bâtiment, il nous a coûté 1,5 million et son réaménagement 2,5 millions. Donc tout compris, environné, on est à peu près à 5 millions hors taxe sur l'ensemble de l'opération, donc ce qui n'est pas négligeable. Mais en prenant un scénario catastrophe où on avait une pollution sur notre forage d'eau potable pour ces dimensions pour ces volumes produits, l'investissement dans une unité de dépollution, c'est quasiment, je dirais pas de grosses bêtises si je parlais de 7 à 10 millions d'euros d'investissement et ensuite de plusieurs millions d'euros de fonctionnement annuel. Tout ça impacté sur la facture d'eau de nos usagers, alors que cette opération-là, elle n'a strictement rien coûté consommateurs d'eau. Et en plus, vous avez appuyé le développement économique, comme vous le disiez, avec ce bâtiment qui accueille plusieurs activités qui permettent aussi la vie sur ces espaces, en fait. Exactement. Et puis le développement en fait de production agricole bio sur d'autres secteurs du territoire, parce que du coup, pour nous, en ex-Haute-Normandie, avec les Picards, on se partageait le bonnet d'âne en termes de surface agricole utile en bio. Ça a toujours un peu de mal à décoller, même si là, grâce à des opérations comme celle-ci, entre autres, l'essor de la bio se fait un peu mieux ces dernières années. Alors, après, il y a peut-être un contexte aussi financier et autres qui rentrent en compte, mais voilà. Ok, je vous remercie. Donc, comme il est 3h moins 5, on a dit que ça se finissait à 3h. Je pense qu'on va essayer peut-être de grappiller encore quelques minutes si vous en êtes d'accord pour quelques questions. Est-ce qu'il y avait des questions, je crois, dans le fil? J'ai aperçu une question, peut-être c'est pour Monsieur Ketzinger, sur l'enrobé drainant. Il y a quelqu'un... Si tu veux, peux te la relire. C'est scepticisme concernant l'enrobé drainant. Pourquoi? Quel est le prix de cette technique? Oui. Alors en termes de coût, en termes de prix, c'est vrai qu'on est sur une technique qui est quasiment 2 fois plus chère aujourd'hui que ce qu'on a l'habitude de faire en enrobé classique, mais ce qui s'explique aussi parce que les centrales et les outils de mise en place d'enrobé n'en font pas, n'ont pas l'habitude d'en faire. Et après, la problématique, c'était un sujet de pérennité, principalement sur nos secteurs, parce que c'est des enrobés très poreux, donc avec de l'eau qui reste à certaines périodes, et par rapport au gel qu'on peut subir ici et l'entretien que ça nécessite, voilà, c'est des enrobés où on ne peut pas saler. C'était les sujets là avec la ville de Nancy et la métropole. Et puis après, il y a aussi des sujets de pérennité par rapport à la circulation importante. Donc c'est peut-être les privilégier sur des zones à circulation plus douce et voilà, où il y a moins de passages de véhicules et de zones où ils tournent. Je crois qu'il y avait aussi une inquiétude aussi sur l'entretien que ça demande aussi, l'enrobé drainant, non? Oui, c'est l'entretien et sa pérennité dans le temps, quoi. C'est ça. L'entretien par rapport au gel, aux épisodes de neige qu'on peut avoir. Bonjour Monsieur Ketzinger, pardon Béatrice, c'est Denis Blouet. C'est moi qui ai posé la question. Je voudrais juste savoir, vous avez parlé d'une période test. Quand est-ce que cette période test a commencé? Si toutefois vous l'avez dit, je ne l'ai pas imprimé. Alors, Elle n'a pas pu encore commencer sur les enrobés drainants parce qu'on aménage un lotissement et on a fini, on va réceptionner cette semaine la phase provisoire. Donc, on n'a que les structures provisoires et pas encore les enrobés. La phase test de ces enrobés seront plutôt sur une perspective 2023-2024.
Je vous remercie. Merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait 2 autres questions dans le fil de discussion et puis une main levée. Je propose de poser les 2 questions et puis ensuite de prendre la personne qui a levé la main, monsieur ou madame Michalevich. Alors, il y avait une question, Marina, c'est plus à ton attention. Est-il possible d'avoir une aide pour rénover une fontaine? Alors, a priori, non, sauf si vraiment la fontaine vise à améliorer le... Merci de recouper vos micros, s'il vous plaît. Donc, a priori, non, sauf si l'intégration de la restauration de cette fontaine est inscrite dans un plan d'amélioration, de lutte vraiment contre les fuites pour viser l'amélioration de la performance du réseau d'eau potable ou pour vraiment limiter les consommations d'eau. Mais ponctuellement, comme ça, a priori, il n'y a pas d'aide pour ce genre de choses. Et nous avions une question sur le risque. Comment sont gérés les risques d'apparition de moustiques dans les zones humides? La présence d'oiseaux est-elle suffisante pour l'éviter? C'est notamment en lien avec le jardin de pluie, il me semble. Oui, ouais, je vais répondre là-dessus. Alors oui, c'est une problématique qui a été déjà soulevée sur le site parce qu'on a la particularité, c'est qu'on a une crèche du CHU qui est maintenue. Et ils ont soulevé cette problématique et en fait, notre AMO nous a répondu, et c'était un sujet qu'il connaît bien, c'est que le temps en eau des ouvrages sont très loin sont inférieurs aux durées des eaux stagnantes nécessaires à la reproduction des moustiques, dont il faut au moins à peu près une eau stagnante de 4 jours pour qu'ils puissent proliférer. Et aujourd'hui, sur les périodes propices à leur prolifération, les ouvrages de type nous, comme ils sont vidangés maximum en 2 jours sur des épisodes centennales. Merci. La main qui était levée, c'était monsieur ou madame Slavic. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, merci. Moi, je voulais poser une question parce que je vois bien que l'eau est un enjeu extrêmement important et je voulais savoir comment les personnes physiques individuelles, je ne parle pas des collectivités, pouvaient participer à cette gestion. Et là, je pense surtout au récupérateur d'eau. Je voulais savoir si la législation avait évolué dans ce sens, sachant que je pense savoir qu'en Belgique et en Allemagne, lorsqu'on délivre un permis de construire, on impose finalement aux gens des récupérateurs d'eau et en intégrant également un outil permettant de traiter l'eau individuellement. Donc, est-ce qu'il existe quelque chose là-dessus, puisque je n'ai pas entendu évoquer ce sujet. Et une dernière chose, donc ça le rejoint d'ailleurs, je me demande dans quelle mesure ça ne pourrait pas être proposé à nos législateurs et de l'intégrer au moment des demandes de permis de construire, des demandes de travaux, que ça redevienne à terme quelque chose d'obligatoire, puisqu'on voit bien que l'eau est un enjeu majeur, je ne le répéterai jamais assez, et qu'on va vers effectivement des solutions de résilience. Et dans le cadre de l'économie circulaire, on pourrait tout à fait développer ce type de produits, de dispositifs. Voilà, si quelqu'un peut me répondre là-dessus, merci. Marina Pitrel, peut-être, est-ce que tu as une réponse? Alors, je peux avoir une réponse. Alors, est-ce que j'ai remis mon micro? Tout va bien. Oui, je peux avoir une réponse partielle. Alors, déjà, au niveau de la récupération d'eau de pluie, il y a des possibilités déjà de le mettre en place sans qu'il y ait d'obligation réglementaire. Donc, déjà, il y a des démarches volontaires qui peuvent être mises en œuvre. Par ailleurs, la récupération d'eau de pluie permet déjà certains usages, plutôt du jardinage, etc. Alors, je n'ai pas connaissance d'une évolution de la réglementation récente sur le sujet. C'est rarement pour la boire, finalement, pour la potabiliser qu'on récupère l'eau de pluie, mais plus pour un usage de jardinage à l'heure actuelle, ou de gestion des espaces verts. Et il y a autre chose, c'est que il faut, si
massivement nous récupérerons l'eau de pluie, il faut inventer un autre système économique qui nous permette aussi de gérer les eaux qui seront usées. Pour l'instant, on taxe donc l'eau potable qui est consommée par les habitants en partie pour faire en sorte de pouvoir construire stations d'épuration, entretenir les réseaux, etc. Si on va uniquement sur de la récupération d'eau de pluie, il va falloir compenser pour quand même pouvoir traiter les eaux usées. Donc, un sujet à conforter, oui, peut-être, mais voilà, c'est une réponse partielle. Ça rejoint une question qui est dans le fil de discussion qui concerne est-il possible d'imposer des surfaces de stationnement non imperméables lors des dépôts de permis de construire? Alors, il faudra se plonger dans la réglementation et les plans locaux d'urbanisme et leurs règlements peuvent permettre, lors de leur rédaction en commune ou en intercommunalité, d'imposer un certain nombre d'éléments, notamment X places de stationnement. Pourquoi pas des récupérateurs d'eau sur les parcelles? En tout cas, dans le SCOT, on encourage l'infiltration et le stockage et la réutilisation d'eau. Donc, le SCOT, les PLU, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec le SCOT, donc ils peuvent transcrire cette disposition dans leur règlement. Et je regarde s'il y a d'autres choses qui s'y rapportent. Si vous permettez, si je peux juste compléter ce que vous venez de dire. Donc, effectivement, les parkings, et ça concerne pour moi, en tout cas, tout ce qui concerne l'artificialisation des sols. En l'occurrence, par exemple, je vois le développement de pump track dans certaines communes. Donc, c'est de la pose d'enrobé pour permettre aux jeunes de faire du scat, je crois, de la trottinette, des choses comme ça. Et j'ai vu que sur une commune, Trémery, pour pas la nommer, qu'ils ont installé un circuit comme ça en pleine zone industrielle et d'habitation. Alors évidemment, est-ce que cette affaire-là est réglementée? Est-ce qu'on peut demander évidemment aux décideurs locaux de nous donner des informations sur la manière dont ils ont prévu traiter l'eau en implantant des circuits pareils. Parce que là, on est en pleine zone industrielle, hein, donc ça se multiplie, etc. Et voilà, je ne sais pas s'il y a que... Bon, on parle de parking, hein, mais voilà, c'est un problème et qui génère des tensions, en tout cas, entre habitants, etc. C'est compliqué. Merci. Oui, ça peut être un sujet de travail pour la suite. Il y a encore 2 questions. Moi, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un rendez-vous juste après. C'est une question sur la noue du fameux jardin de pluie. Il y a une pente qui est plus prononcée d'un côté que de l'autre pour des raisons de sécurité. Est-ce qu'on peut adoucir la pente? Et la deuxième question, c'est sur la dernière intervention. Je pense qu'il y a un golf sur le périmètre de l'opération. Or, les golfs sont grands consommateurs de produits chimiques. Comment est géré ce golf? Je peux prendre la parole juste pour le dessin du jardin de pluie. C'est vrai que ça a été très compliqué de dessiner le volume dans cet espace quand même contraint, tout en préservant quand même quelques arbres existants et en créant un espace qui est accessible à tous, etc. Donc oui, il y a une pente qui est un peu forte à quelques endroits le long du chemin. Cela dit, rien de dramatique non plus, tout est gérable. C'est évident que ça pourrait être emprunté par les enfants notamment, et que la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre se sont aussi dit que si nécessaire, quelques plantations pourront aussi peut-être limiter certains passages à certains endroits. Mais l'objectif, c'est aussi de laisser vivre un peu cet espace pendant quelques mois et voir comment il se comporte aussi avec l'eau et réajuster si nécessaire par quelques plantations ou autres. Et je laisse la parole à Monsieur Bavant pour l'implantation du golf, enfin l'existence du golf. Oui, en effet. Alors du coup, première chose, on a une chance, c'est qu'on est séparé du golf par rapport au forage avec la morteur là, qui agit comme un drain en fait, et on n'a jamais retrouvé des molécules utilisées sur le golf dans nos eaux de forage.
Malgré tout, on a accompagné le golf sur l'évolution de ses pratiques, donc avec la réduction notamment de désherbants, mais aussi surtout les usages principaux étaient de l'anti-mousse sur les zones de green. Donc du coup, on les a accompagnés sur des solutions alternatives avec ça s'appelle pas des herses comme en agriculture, mais voilà, sur des outils comme ça, mécaniques, qui permettent d'aérer un petit peu au niveau des greens, sachant que bon, je suis pas spécialiste du golf, ils avaient un bon classement PGA, donc avec une qualité de golf de green minimale. Voilà, donc il y a un accompagnement sur l'amélioration des pratiques. Malgré tout, ils doivent encore utiliser certains produits dont j'ai pas connaissance forcément, mais on n'a jamais retrouvé, on a fait des suivis spécifiques sur le forage, et donc on a cette chance au niveau du fonctionnement hydraulique de la zone de ne pas retrouver ça. Mais voilà. Merci beaucoup. Je vois qu'il commence à y avoir des départs. Merci. Je voulais juste d'abord, avant que tout le monde parte, merci beaucoup à tous les participants. Merci à tous les spectateurs et auditeurs et auditrices. On va vous envoyer par mail les présentations, comme ça vous pourrez avoir en tête, notamment il y a plein d'informations sur la première intervention aussi qui était vraiment très riche sur le paysage du secteur, et pas mal d'infos aussi utiles pour vous qui habitez ce secteur. On va aussi vous envoyer dans ce même mail un petit lien, juste sondage, pour vous poser quelques questions qui pourraient nous aider peut-être à réorienter ou combler des besoins que vous pourriez avoir. Donc merci, ça prend 1 minute 30 pour y répondre. Donc merci de prendre ce temps-là qui nous sera bien utile pour imaginer et concocter le café paysage numéro 2. Donc merci encore à tous les intervenants pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer. J'espère que vous sortez de ce café paysage, bon, non pas plein de bruit de café et de percolateur, mais plein de nouvelles connaissances et de questions et d'interrogations sur vos propres projets, vos propres territoires, les territoires sur lesquels vous vivez. Je vous remercie infiniment.